Je me répète inlassablement. Il y en a qui viennent pour la première fois, il y en a qui viennent depuis le début. C'est toujours hyper émouvant de vous voir autour du même rendez-vous et de la même personne qui s'appelle Ennio Morricone. Et que, bon, bah, voilà, c'est pas un mystère, tout le monde aime Ennio Morricone. Mais l'idée de ce ciné-club, moi, m'est venue pendant sa disparition, et on va souvent parler de notre attachement à ce compositeur, et puis Thierry va le dépasser aussi, parce que Thierry Chousse, mon invité du jour, vient d'écrire un livre autour de la musique au cinéma. Donc on va parler un petit peu de Mission et de Morricone, mais pas que, parce que Ennio Morricone, je pense, c'est pour beaucoup de gens la voie d'entrée principale quand on s'intéresse à la musique de film. Et moi, mon attachement à Morricone est venu beaucoup de le redécouvrir et de le réentendre en concert. Et il y avait des moments toujours magiques dans ces concerts. J'en ai fait plusieurs, sur plusieurs années. Et le moment de Mission était assez considérable pour ceux qui avaient assisté à des concerts, parce qu'il y avait non seulement l'orchestre, mais il y avait presque une centaine de choristes qui montaient sur scène. Et moi, je ne suis pas un habitué de l'opéra, du ballet. Et d'un seul coup, on ressent la musique au plus profond de son être. Et je pense que ce film-là est un des plus parfaits exemples. Et je vais m'arrêter là. Mais c'était pourquoi ce film et pourquoi d'autres. Et comme je le dis à chaque fois, c'est parfois un très très grand film, une très grande BO, un invité prestigieux. Des fois, c'est une carte blanche, un invité qui va choisir un film plus particulier, un film peut-être moins important dans l'histoire du cinéma, mais une BO qui est hyper forte et originale. Et ce rendez-vous, voilà, j'espère qu'on va le maintenir, et grâce à vous, il se maintient. Grâce surtout à la volonté du Max Linder aussi. Et cette semaine, on a beaucoup parlé du cinéma français, on parle beaucoup de la crise, on parle beaucoup du prix des places. Il ne faut pas oublier que cette séance, moi c'est comme ça aussi que je l'ai voulu, c'est grâce au Max Linder qu'on peut la maintenir et la faire. C'est une séance où on vous accueille, on a envie de vous chouchouter, qu'il y ait quelque chose avant, pendant, après, et tout ça pour 6 €. Donc, les gens qui disent que le cinéma c'est trop cher, voilà, on arrive à trouver des solutions. Et j'en profite aussi parce que sinon je vais oublier plein de choses. Je suis très content d'avoir Thierry ici. Je ne vais pas faire tout son curriculum vitae, toute sa biographie, mais surtout je suis vraiment très content qu'il prenne du temps pour venir aujourd'hui, parce que lui, tous les dimanches, il a aussi un ciné-club dans une autre salle indépendante qui est près du boulevard Saint-Michel, l'Odéon. Et le Nouvel Odéon. Les salles, elles changent un peu de nom de temps en temps. Et il a investi cette salle depuis la rentrée. Il a commencé un cycle John Ford qui va se finir ce soir avec un des plus grands, ce soir à 18h, avec un des plus grands classiques du cinéma, qui est L'homme qui a tué Liberty Valance. Donc voilà, le cinéma il est fort, il est vigoureux, il y a des gens qui l'animent, et ça se maintient aussi grâce à vous. Donc je vous remercie du plus profond du cœur. Merci beaucoup. Merci Marc de m'avoir invité. Alors, il faut quand même raconter les coulisses 2 secondes de cette invitation. Il y a effectivement le livre qui est le prétexte, on va dire, avec mon amour de Morricone, qui est commun à celui de Marc. Et quand il m'a proposé de venir, j'ai dit, écoute, je ne suis pas sûr que Mission ce soit l'objet, disons, idéal pour moi, parce que c'est vrai, et je le dis de manière très directe, que c'est plutôt mon tropisme naturel sur Morricone me porte plutôt vers les BO des années 60-70, même s'il y a des BO aussi après, les 80, 90, voire 2000. Mais c'est vrai que je suis plus attiré par disons, soit les films de genre que Morricone a mis en scène, soit certains films d'auteurs, entre guillemets, qui ont eu une certaine importance dans la cinéphilie, certains films des premiers Pinocchio ou Bertolucci ou autres. Mais bon, c'était déjà j'espère. Oui, bien sûr. Mais tous les mois, je me dis, mince, on n'a pas fait celui-là, on n'a pas fait celui-là. Il y a que 12 mois, on fait 10. Il a fait quasi 500 BO, donc il y a de quoi faire en effet. Donc j'ai accepté de venir dans la perspective, d'une certaine manière, de redécouvrir moi-même ce film des CBO. Le film, je l'avais depuis sa sortie, donc ça date. Pareil, il y a des années 80, il y avait quand même eu la Palme d'Or à Cannes, je crois que c'est 86. Donc j'ai accepté de venir dans cette perspective-là, parce que c'est une BO fondamentale pour Morricone, il l'a dit, redit, c'est une musique qui a compté considérablement dans son travail. C'était une époque, visiblement, où il voulait arrêter la musique de film. Il était dans cette idée, parce qu'il a toujours eu comme obsession, moi, de compositeur, entre guillemets, sérieux, parce que la musique
le film dans sa génération, c'était quand même un peu secondaire, c'était même de la sous-musique. Dans le documentaire sur le Tornatore que vous avez vu, il raconte quand même très bien comment il s'est trouvé à faire la musique de variété d'une part et la musique de film aussi. Et comme quoi, c'est presque une activité clandestine dans un premier temps par rapport à ces séries de mais c'est vrai que presque chaque décennie, il a envie d'arrêter de tourner la page et il y a quelque chose qui voilà, l'émission a été le film qu'il a relancé au moment où il voulait arrêter. C'était juste pas tellement longtemps après une fois Amérique, qui quand même des chefs-d'œuvre de Morricone. Et d'après ce que j'ai lu, il a vu le film sans musique. Et il était tellement impressionné qu'il était plutôt sur le point de décliner la proposition pour le fait. Puis finalement, il sait faire. Et il a travaillé très vite d'ailleurs parce que je crois que la projection de Cannes, le film n'était même pas synchronisé. C'est-à-dire que ça avait projeté le film sans musique avec la musique à côté qui synchronisait en live. Et donc, c'était séparé. C'était séparé. C'est vraiment un film qui a été fait pour qu'il ait terminé dans l'urgence, parfois pour les projections de Cannes. Et c'est une musique, oui, je disais, moi j'ai eu de l'assurance pour le côté, on va dire, un peu plus pop, entre guillemets, de Morricone, alors que là on est vraiment dans autre chose, on est vraiment dans la musique presque classique au sens de la tradition. C'est une musique inspirée par qui a plusieurs portes d'entrée, le côté musique sacrée, qui est religieux, quoi. Quand même, c'est un film autour de, vous savez sans doute, des jésuites et de la colonisation, donc il y a un aspect religieux important. Et il faut savoir, vous savez sans doute peut-être que Morricone avait une foi catholique en bon romain extrêmement profonde, mais aussi la romain, ça c'est notre aspect, en tout cas le côté de la foi. Donc il est possible que ce film est particulièrement motivé pour ces raisons-là, on ne sait pas exactement, c'est pas toujours exprimé de manière très explicite. En tout cas, la musique sacrée avec les chœurs dont tu parlais est très importante. Il y a la musique, on va dire, ethnique, puisque c'est un film qui se passe autour de la tribu des Guarani, donc il a aussi utilisé des instruments, en tout cas des motifs qui venaient de la musique ethnique. Je crois qu'il y a même un groupe de musique folklorique qui intervient aussi dans la vidéo. Il y a beaucoup de flûtes, et puis il y a aussi le hautbois, qui est un peu le fil conducteur, le fameux hautbois, le morceau de Gabriel au Blue, donc le hautbois Gabriel. Et c'est vrai que c'est un fil conducteur aussi dans la perspective, dans cette musique-là. C'est une musique à un côté, un peu comme le film d'ailleurs, assez monumental, parce que c'est une musique avec une ampleur qui correspond aussi à ce que Joffé a fait avec le grand écran, avec l'espace qui est quand même magnifique. Ça se passe dans quel pays? 18e siècle, en Argentine. Oui, en Argentine. Donc dans des paysages qui sont quand même très impressionnants. Le lieu de tournage, c'est un parc d'Argentine. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que la dimension visuelle et spatiale du film est très impressionnante. Mais comme souvent avec les musiques de Morricone, qui jouent un rôle très décisif, je pensais qu'il y avait une espèce de, pas de surmoi, mais quelque chose qui venait un peu de l'opéra chez Morricone, en tout cas dans certaines BO. Pareil, c'était pas familier, ce genre de. Voilà, il y a quelque chose de ça dans cette. Avec une musique qui joue un rôle quand même très décisif dans l'ampleur qu'elle a. C'est vraiment à l'opposé, disons, aussi de ce que faisait parfois Morricone avec Léon, où il composait des leitmotifs très précis pour les personnages, par exemple, genre du film comme West. Oui, 4 personnages pour chaque antenne. Qu'on a vu la fois dernière en septembre. Ouais, donc là on est dans quelque chose de très différent puisque l'histoire. Il y a un autre leitmotiv. Oui, mais c'est moins marqué, disons, sur la question des personnages, c'est même plus une dimension, en fait, après le film, peut-être que je dis des bêtises, mais dans une dimension enveloppante, effectivement, le côté pratiquement métaphysique, ou en tout cas sacré. Donc voilà, c'est l'objet pour moi et peut-être pour vous aussi, une redécouverte pendant cette projection. Qui avait déjà vu le film en salle à sa sortie? D'accord. Et qui l'a revu récemment, DVD ou en Blu-ray? Donc il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont découvert. Bah oui, parce que ça film c'est assez rare. Hein. Moi, je l'ai pas revu depuis. Moi, c'est vrai que dans le principe de ce rendez-vous, il faisait partie, je pense, des incontournables. Et le film n'était pas disponible, il ne faut pas l'oublier aussi. C'est que moi, je peux faire, et le magasin peut vous proposer ces films quand il y a un distributeur, des copies, du matériel. Et là, je voulais aussi saluer, on va en parler tout à l'heure un peu plus directement avec Thierry, du film et de la musique au cinéma en général et de son livre. Je voulais aussi saluer un éditeur qui s'appelle Marest, qui
donc, édite le livre de Thierry, et la boutique Potemkin. Donc si vous avez envie encore d'acheter, il reste quelques exemplaires de faire dédicacer le livre de Thierry, vous êtes les bienvenus. Et ce rendez-vous, voilà, c'est ça, c'est prolongé après la séance avec les petits articles qu'on vous propose. Avant que j'oublie aussi, le prochain rendez-vous, ce sera autour de la bataille d'Alger, pareil, qui pour moi était un film un peu incontournable, parce que quand on pense à Morricone, on pense aux essentiels et à des choses qu'on n'imagine pas. Et vous allez voir un film coup de poing dans tous les sens du terme, une BO très forte, prégnante. On fête cette année les 50 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Voilà, c'est une date anniversaire. J'aurai avec moi Samuel Blumenfeld pour parler du film. Il a beaucoup travaillé le sujet. Il y a une édition récente du film en DVD en Blu-ray. Il a accompagné tous les bonus. Et je pense que ce sera encore une autre séance, une autre façon de voir du cinéma et d'écouter Morricone. Et je vous invite à venir le mois prochain. Encore merci. Et puis à tout à l'heure, vous allez découvrir le film annonce de la bataille d'Alger. Merci beaucoup. Merci. Signaler qu'on a un petit peu de temps, mais il y a une séance à 14h15 de Sans Filtre, la Palme d'Or 2022, vous allez voir celle de 1986. Tout à l'heure, oui, j'ai dit une petite bêtise, c'est les 60 ans de la fin du cessez-le-feu pour la guerre d'Algérie. Donc ce sera le prochain film, La bataille d'Alger. Il y a des résonances, vous invitez vraiment à venir voir La bataille d'Alger. Et pour rebondir sur le festival de Cannes de cette année-là, qui était très spirituel dans son palmarès, et sa sélection, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu le sacrifice de Tarkovsky. C'est humain. Thérèse d'Alain Cavalier. Voilà. Au milieu, c'était toute une soirée, qui était où il y a Michel Aumont qui était tué, Mona Lisa et Tarkovsky cette année-là. Et juste, je fais aussi une petite parenthèse pour les curieux et les fans de Morricone. Il y a beaucoup de films qui sont vraiment durs à voir. Ce film a été écrit par Robert Boyd, qui est un grand scénariste qui a surtout accompagné David Lean. Et puis on sent de temps en temps ce souffle épique entre la petite histoire, la grande histoire, les individus et les grands paysages. Et Robert Boyd a aussi écrit un film qui s'appelle La Tente Rouge de Kalatazov, qu'on connaît surtout pour Quand passent les cigognes et La lettre inachevée, qui vient de ressortir cette année chez Potemkin, en salle et en vidéo. Et La Tente Rouge, c'est vraiment un film très très dur à voir qui est en train de passer en ce moment sur Arte. Vous pouvez récupérer encore en replay. Voilà, je pense à ça parce que je l'ai jamais vu. Et c'est ce que je me suis dit, et j'en parlais justement à l'équipe de Potemkin qui suit beaucoup ce réalisateur-là, qui le film est vraiment dur à voir. Donc voilà, saisissez cette opportunité de le découvrir. Tu veux que je dise quelque chose? Non, on est un peu. Enfin, ouais, on sortait. Effectivement, ça vaut le coup de le voir au Max Adler, le film. Et je me suis dit que ça faisait un bon diptyque avec la bataille d'Alger, finalement, parce qu'il s'agit quand même de films autour des questions coloniales et de qu'est-ce que c'est qu'une guerre coloniale ou une guerre anticoloniale. Voilà. Donc il y a quelque chose de commun dans les deux films, surtout dans la deuxième partie, évidemment, de celui-ci, par rapport aux réserves que je pouvais avoir à la base. J'en ai encore. Enfin, elles sont moins marquées, disons, ne serait-ce que parce qu'effectivement, le film a un côté 30 ans, 35 ans plus tard, 36 ans plus tard, je dirais, le film a un côté assez bio, je veux dire, sans garantie, sans effet numérique. Et c'est assez impressionnant quand même la façon, en dehors de parler de la musique, mais le film est impressionnant par l'expérience qu'il a dû aussi proposer du tournage, qu'on peut percevoir du tournage simplement dans la mise en scène. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'impressionnant qui m'a aussi fait penser, dans un tout autre registre, à Goulet, La colère de Dieu, de Herzog. C'est deux films très différents. C'est à ça qui a le coup, parce que je pense aussi à ça. Donc on a eu un De Niro qui traîne son armure. Et j'ai pensé moi à Fitzcarraldo qui voulait faire passer son bateau. Oui, absolument. Peut-être d'ailleurs plus Fitzcarraldo, je serais plus effectivement que peut-être Aguirre. Et par rapport au colonialisme donc évidemment le film est à un côté monumental, affirmé, et en même temps il
il est presque contemplatif par moments, il est assez effectivement spirituel, ce qui visiblement, comme je le disais avant, avait séduit, plus que séduit, avait vraiment nourri Morricone, parce que on parle pas souvent de ça, parce que lui-même ne s'est pas exprimé particulièrement, mais sa foi catholique était quand même quelque chose de très important pour lui. Alors, en même temps, il a fait des films qui étaient à l'opposé total, et beaucoup dans les années 70, de films qui quand même étaient très très éloignés de quelque foi catholique que ce soit. Et là, effectivement, sans doute, il a trouvé une sorte de rédemption, je vais dire, presque lui aussi, et peut-être une forme d'accomplissement aussi. Je pense qu'il y avait, bon, je l'avais déjà un peu dit avant, mais l'idée que ça pouvait aussi être un film dans lequel il pouvait s'accomplir de façon peut-être plus totale en tant que musicien, même si c'est peut-être au détriment d'une invention que personnellement je préfère, encore une fois, dans des films plus mineurs souvent, mais où il a peut-être été chercher des sons, des choses. Alors, parce que je me souviens, je sais ce qui m'avait un peu gêné dans cette musique, c'est l'usage de la flûte de Pan, même si la flûte de Pan est un instrument qui a été utilisé par lui-même déjà dans une fois d'Amérique, mais c'est assez différent, par des thèmes un thème peut-être qui est à la limite pour moi je dirais pas du doucereux, mais enfin disons qu'il y a un côté très enveloppant. Mais en même temps, j'ai redécouvert en voyant le film, et c'est peut-être ça qui m'a le plus intéressé, d'autres aspects qui sont pour moi plus proches de ce que j'aime chez Morricone, c'est-à-dire des aspects peut-être plus dissonants, surtout dans la dernière partie, notamment dans la partie peut-être la plus impressionnante du film quand même, qui est la partie de guerre au fond, qui est très forte. Et là-dessus, il y a beaucoup de sonorités quand même étranges. Il y a cette façon qu'il a de travailler effectivement de manière presque sous-jacente, parce que la musique est à la fois très présente, en même temps il y a des moments où il n'y en a pas du tout, ce qui est vraiment, je trouve, des choix qui sont très pertinents de la part de Joffé. Donc il n'y a pas c'est pas comme un film américain non plus, disons, typique, tel qu'on peut revoir. Et évidemment, j'ai rien contre les films américains, ça va de soi. Mais je veux dire, parfois, on sait bien, et notamment dans ces dernières années, mais ça vaut aussi pour les films, certains films des années 30, hein, c'est une tradition, que la musique est là en permanence, enfin, qu'elle est là, elle est là en premier plan, elle est là au deuxième plan, elle est là au troisième plan, voire au quatrième plan, selon les moments. Alors que là, effectivement, la manière dont la musique est traitée, la manière dont elle est intégrée dans le film, il y a quelque chose d'organique, quoi, disons. Je trouve que c'est ça qui m'a plu en le revoyant, en dehors de ce que raconte le film, qui est bon, évidemment à la fois passionnant, déchirant, et peut-être parfois presque trop évident d'une certaine manière pour moi, parce qu'évidemment le film est... On ne peut pas être du côté des colonialistes, c'est sûr, le film ne propose pas... on ne peut pas s'identifier à ceux qui sont massacres. Moi, au fond, d'ailleurs, en parenthèse, en musique, c'est le personnage que je trouve évidemment le plus intéressant dans le film, c'est celui de Niro, puisque c'est celui qui fait le trajet le plus... le grand écart entre ce qu'il est au début et ce qu'il devient à la fin, tout en redevenant guerrier, voilà, il a épousé à ce point la cause des Indiens Guarani, qu'effectivement il s'est transformé lui-même en Indien Guarani. Donc voilà, je nuance largement mon point de vue, parce que c'est utile, c'est prouve que c'est utile de revoir les films dans de bonnes conditions, parce qu'on la copie belle aussi, et dans ce type de temple, je dirais, du cinéma, parce que c'est vrai que ça permet vraiment d'entendre, de voir, de percevoir tous les détails, enfin tout ce que le film aussi charrie en termes de détails, qui est quand même important, c'est qu'on ne voit pas simplement l'image presque d'Épinal, ou en tout cas quelque chose de global, mais on entend et on voit aussi quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus précis dans l'usage aussi du son et de la musique, par exemple. Donc c'est quelque chose d'assez passionnant. Et puisqu'on va rentrer après dans le détail de ton livre et puis toute ton approche et tout ton parcours autour de cette passion de musique de film, mais là aussi ce qui est très important, c'est que la musique est même le moteur du film. Oui, j'avais pas mentionné que c'est un élément du récit. En préparant un peu la séance, je relisais les pages dans le livre de Jean-Christophe Musson sur Morricone. Oui. Et c'est un truc auquel je n'avais pas pensé. Il faisait un parallèle qui est juste avec Rencontre du troisième type, et cette façon dont justement la musique va créer des liens entre les personnes qui ne peuvent pas communiquer. C'est là des Indiens qui ne connaissent absolument pas la civilisation et dans notre cas les extraterrestres dans Rencontre.
Et c'était assez subtil. Et ce matin, j'ai fait une petite photo d'une des pages là, du livre de Jean-Christophe où justement, Morricone, ça a toujours été dur d'avoir des interviews qui s'expriment sur ses expériences, etc. Le documentaire de Tornatore fait apparaître Roland Joffé, évidemment, a fait évoquer cette musique. Et Morricone explique, il catégorise un peu ses relations avec le réalisateur. Il y a des fois, c'est mal passé parce qu'en fait, il comprend vite que le réalisateur ne lui laissera pas d'espace de travail et qu'il avait besoin de cet espace-là, alors que c'est son côté, je sais pas comment, mégalo ou jusqu'au boutiste, quoi, de mettre en valeur sa musique. Et c'est vrai que cet espace-là, il a su le trouver avec Léon. Et là, je trouve qu'en revoyant le film, parce qu'en fait, comme beaucoup d'entre vous, je pense qu'on a tous eu ou on a écouté une fois la musique de l'émission, mais on la redécouvre dans le film. Moi, par exemple, dès les noms, on voit à quel point il n'y a pas de dialogue, parce qu'en effet, ils ne peuvent pas communiquer, mais même dans des moments, j'ai envie de dire, avec les colons, il n'y a pas de dialogue, donc il y a vraiment des moments où la musique existe. Et par exemple, il y a ces timbales qui sont des percussions qui ne sont pas dans la BO, qu'on a l'habitude d'écouter chez nous, et qu'on redécouvre là, et qui marquent tout le long du film, dès le début, la menace, et évidemment à la fin. Et c'est vrai que notre approche, enfin notre passion de la musique de film, elle se nourrit comme ça, des fois de souvenirs qu'on a d'un film, de BO qui existent tout seul sans le film, et comment ça fait son chemin dans notre vie de spectateur et de cinéphile. Et là, juste t'attends 2 secondes. Là, je pense que c'est une BO qui, certes, a été jouée, paradoxalement, a été jouée, comme tu l'avais dit, en amont, par Morricone. Enfin, c'était souvent un des moments forts de ses concerts. Donc, c'est une BO très connue qui a eu aussi un énorme impact et succès à l'époque. Voilà, dans des époques encore où les BO avaient vraiment. Oui, vous pouvez avoir un très grand succès, mais d'une certaine manière, moi, j'apprécie effectivement plus ces BO quand je vois le film que quand je l'écoute toute seule. Et ça, c'est un paradoxe, pas d'ailleurs, parce que moi, la musique est faite pour écouter dans un film, mais bon, je suis habitué, ne serait-ce que professionnellement, mais même en tant que par goût amateur, par goût personnel, à écouter des musiques de films, sur des films parfois que j'ai pas vus ou que je trouve sans intérêt majeur et dont j'aime pourtant beaucoup la musique. Donc, mais là effectivement, on est dans un cas de figure où il faut sans doute voir le film vraiment pour rentrer dans le projet musical de Morricone. Et je me rappelle parce que l'année dernière, tu étais venu pour Le Grand Silence, et moi, par exemple, la musique m'était restée très 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 fortement, et je trouvais le film raté, mineur et tout, et je m'y suis attaché en venant par la musique, en le revoyant, et en me disant, ouais, c'est un très grand film, en plus, vous êtes une très grande vidéo. Et alors, les quelques mots de Morricone autour du film. Morricone explique que la création de la BO et la façon miraculeuse dont les 3 thèmes principaux se sont mélangés à sa grande surprise dans, c'est le morceau final, On Earth as It Is in Heaven, Morricone a vécu la composition de cette BO comme une sorte de miracle. Il m'est arrivé un étrange phénomène en écrivant la musique, c'était presque comme si j'en avais pas le contrôle. Oui, je l'ai vraiment écrite sans me contrôler. Le résultat est une sorte de miracle inexplicable, je dirais dû au hasard. Morricone poursuit, des années plus tard, je vais chercher le journal sur la place de Jésus, et un prêtre à Rome, m'arrête et me demande de composer une messe à l'occasion du 200e anniversaire du rétablissement des Jésuites en 1814. Et bien sûr, mon père, je lui dis, je ne vous promets rien, je ne sais pas si j'en serai capable. Mais tu sais que ce qu'on apprend aussi, parce que j'ai aussi relu un peu ce qu'écrivait Jean-Christophe Médusseau, et le livre fait autorité, c'est qu'il n'était pas le premier choix. Il y avait, je crois que Leonard Bernstein avait été envisagé, qui a fait très peu de musique de film comme Leonard Bernstein, à part sur les quais, les West Side Story, les 5 à part. Je crois qu'il y avait un autre compositeur dont j'ai oublié le nom qui avait été aussi envisagé, donc c'est marrant. Morricone n'était pas spontanément le compositeur auquel Joffé ou la production avait pensé à l'époque, et pour autant, et en plus, il a hésité à le faire. Enfin, je veux dire, il a été au fond, voilà, ce que je disais avant, il a été très impressionné par le film, et donc il avait une sorte de timidité, donc ouais, c'est presque à l'idée de plonger dans cet univers qui lui était peut-être trop proche, d'une certaine manière. Et même le premier film de Roland Joffé, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle La Déchirure, la BO était de Michael Field, donc qui était très synthétiseur, enfin électronique, pardon. Et malgré tout, ils ont travaillé 4 fois ensemble avec Morricone. Là, tout à l'heure, en pré-séance, vous pouviez écouter la BO de Vatel, qui est leur dernière collaboration. Ils ont fait ensemble aussi Les Maîtres de l'ombre. Et ils ont La Cité de la Joie. Et La Cité de la Joie, pardon, merci.
Oui, je crois que ça a été cette expérience de mission a été une expérience difficile pour Morricone, même si il a eu cette inspiration, comme il en parle finalement comme une révélation, comme un truc religieux, comme une expérience religieuse pour lui, une expérience du sacré. Donc c'est assez marrant, mais c'est pas. Et je crois quand même que ça a été difficile parce que c'était très court, les délais étaient très courts pour arriver à faire cette musique. Donc il a fallu bon, on sait que les compositeurs de musique de film de toute manière sont souvent confrontés à des conditions de travail complexes, voire très drastiques, parce que souvent ils arrivent à la fin et il faut faire le travail que normalement on devrait faire en 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois en 2 semaines. Et on a des histoires de Morricone, il y a des histoires célèbres de par exemple Quincy Jones qui a fait la musique de Getaway, de Guet-apens de Peckinpah et qui a remplacé en fait Jerry Fielding, le compositeur traditionnel de Peckinpah, qui a été viré par la production sonore. Il a fait travail de musique de film, donc appelé par Steve McQueen, qui connaissait, qui était producteur du film. Il a fait le travail en 10 jours, quoi. Voilà, il racontait, je l'avais interviewé à ce sujet notamment, il racontait que ça fait partie aussi de la condition un peu. Parfois un peu lourde à porter de ce qu'est un compositeur. Donc je pense que ça a été compliqué, mais au final, effectivement, il y a eu une illumination, il y a eu quelque chose de très... D'ailleurs, c'est marrant aussi parce qu'il y a un autre détail que je lisais dans le livre et qui est intéressant aussi sur la composition de la chorale d'enfants qu'on entend en particulier, qu'on entend à plusieurs reprises, mais notamment, je pense, il y a une séquence en particulier, on l'entend vraiment. Il a composé sa chorale avec des enfants professionnels, mais aussi des chanteurs amateurs. C'est-à-dire qu'il a vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Et il raconte aussi qu'au départ, ils étaient dos à l'écran pour chanter. Et que là, je crois que c'est Joffé qui est intervenu pour dire mais il faut les mettre face à l'écran pour qu'ils soient. Et ça a été un changement aussi dans la manière d'appréhender. Voilà, ça, c'est des petits détails, mais qui comptent évidemment dans le processus de fabrication d'une musique. Et tout ça fait effectivement qu'il y a quand même une osmose. En tout cas, on sent une osmose. On sent que la musique n'est jamais plaquée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ça. C'est vraiment une musique qui rentre comme un élément dans le film. Et quoi qu'on pense du film, d'éventuelles réserves qu'on puisse avoir sur tel ou tel aspect, voilà, moi je suis moins fan de la scène de conversion, même si elle est assez belle en soi, de Niro, parce que je trouve qu'elle a un côté un peu chargé. Le film est parfois pas à pompier, mais disons il joue avec des codes qui sont parfois pour moi un peu lourds, même si c'est pas toujours le cas, ça dépend des moments, mais ça n'empêche, je lui reconnais en tout cas, en le revoyant là, de façon très claire, je lui reconnais qu'il a su effectivement en faire. C'est pour ça que je parlais d'opéra. Ça me frappe souvent chez Morricone, la façon dont lui est un compositeur qui travaille, qui finit par rendre, qui s'intègre dans un film qui devient une espèce de spectacle total. Il participe de ça, de cette espèce d'idée que le film est un peu comme l'opéra, justement, que le cinéma c'est quelque chose où la musique joue un rôle non seulement d'accompagnement, mais un rôle moteur, un rôle qui devient central quasiment. C'est évident chez Léon. Bien sûr, c'est bien pour ça que la collaboration entre Léon et Morricone est tellement importante, même si Morricone en avait marre qu'on lui parle toujours de Léon. Et ce film arrive juste après les titres où il perd son frère de cinéma. Oui, absolument. Enfin, il l'avait pas encore perdu, puisque Léon était encore vivant et qu'on pouvait penser qu'il allait peut-être faire un film comme de Stalingrad ou je ne sais quoi. Mais oui. C'est peut-être. Après, il y a Tornatore qui prend le relais sur un autre mode, un tout autre mode, beaucoup plus italien. Et voilà, où il retrouve une relation de complicité assez importante. Ils ont fait quand même 11 films, je crois. Donc c'est quand même énorme. Donc il y a des phases. Après, voilà, moi je ne changerai pas fondamentalement quand même mon cœur, mon attirance restera quand même plus forte envers des musiques où il y a de la guitare électrique, où il y a des sonorités, des instruments bizarres, de la guimbarde ou ce genre de choses. Vous connaissez aussi bien que moi. Et effectivement, là on est dans une esthétique. De manière générale, d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis allé faire une sorte de conférence Morricone au moment jeudi et le film présenté c'était Les Moissons du ciel de Malick, qui est aussi un film qui relève pas tout à fait du même genre, mais il y a aussi ce côté. Et je pense que c'est le moment où effectivement Morricone commence à basculer dans un imaginaire de musicien classique
beaucoup plus marqué, quoi, d'une certaine manière, ce qui n'était pas le cas avant autant, même si on le retrouve aussi dans 1900, Bertolucci, dans des films de toute façon comme une forme de monumentalité aussi, mais c'était moins, on sent moins cet imaginaire de musicien classique au fond dans toute la première partie de sa carrière. Et au fond, pour moi, il y a peut-être trois Morricone qui se relaient et qui s'assemblent à certains cas. Il y a le Morricone musique contemporaine dissonante, qui est quand même un truc très important pour lui, et là qu'on entend un peu, mais pas beaucoup. Le Morricone qui faisait partie d'un quintet de l'improvisation contemporaine, la Nuova Consonanza, et qui, il faut savoir que Morricone connaissait très bien la musique du XXe siècle, Stravinsky et autres, mais aussi des musiciens plus contemporains, type Luigi Nono, enfin bref. Donc il avait cette culture-là très importante pour lui, qu'il a beaucoup développé dans les giallo et dans des films de cette période-là. Il y a le Morricone que je qualifierais de pop, de psychédélique, avec guitare électrique, et un certain nombre d'effets qu'on entend dès le début, dès les premiers Léon, enfin bon voilà, qui est un Morricone quasi ludique pour moi, et qui est peut-être celui qui m'a le plus, qui m'a toujours le plus rendu, qui m'a mis en joie, on va dire. Et puis le Morricone classique, opératique, parfois monumental, qu'on entend aussi dans Une fois dans l'Ouest, en thème de Claudia Cardini, du personnage de Claudia Cardini, enfin qu'on entend de loin en loin, et qui se développe davantage dans les années 80-90, parce que même chez De Palma, quand on regarde Mission to Mars, qui est peut-être un film mineur en tant que tel, qui pourrait être intéressant à montrer dans ce contexte, mais il y a un très beau moment musical et très beau moment cinématographique dans l'espace, au moment où il y a un fil qui se rompt, pour pas en dire plus pour ceux qui l'ont pas vu. Et là, il y a effectivement aussi une sorte d'ostinato comme ça, enfin un moment, un morceau très ample de Morricone qui fait partie aussi de cet imaginaire classique. Donc, je pense que ça, là, c'était effectivement de ce point de vue-là un film et une BO centrale pour lui, parce qu'elle lui permet de développer cette dimension-là dans son travail. Merci pour tout ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que l'émission de radio, c'est les Tempo, qui est sur France Musique tous les samedis à 13h. Tu as fait plusieurs émissions sur Morricone. Lors de sa dernière venue pour son concert à Bercy et l'hommage qu'il a laissé à la française, tu avais fait 4 volumes. Il y en a eu d'autres depuis. Et c'est vrai que d'habitude, on a tendance à le résumer par des périodes, même si ça ne veut rien dire, parce que la période italienne ou la période Léon, la période française, la période américaine, tout ça se mélange, il n'a pas arrêté de mélanger ça. Mais c'est vrai que là, dans les années 80 aussi, on passe à un moment où tu ne fais pas 10 BO par an. Oui, surtout à ce moment-là. Je crois que c'est quasiment la seule BO de l'année 2005, alors qu'on sait qu'il y a des années où il y avait 12 BO plutôt. Et que la façon justement aussi dont tu abordes, donc on a parlé de Tempo, mais aussi je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, enfin et RTTV, le site Blow Up, qui est un module de montage et de transmission autour du cinéma sur des thématiques. On a fait plusieurs aussi sur Morricone. Oui. Et puis un Morricone italien, un Morricone américain, un Morricone français, c'est une façon de découper. Parce que c'est un vrai plaisir, et à chaque fois je trouve que tu fais, comme dans ce livre, des choix très subjectifs, des choix, des évidences pour tout le monde, et puis des choses qu'on a oubliées, qu'on ne sait pas. On apprend aussi plein de choses dans ce livre, et ça commence par l'affaire Thomas Crown, ça finit par William Friedkin, puisqu'il y aura 3 volumes. Alors moi, j'avais assisté à une de tes rencontres pour présenter le livre, et on t'avait posé la question des oublis, des manques, etc. Je vais juste revenir sur Morricone. Toi, par exemple, je sais qu'avec ton édition à France Musique, tu as vraiment accès à un nombre incalculable de BO que nous, on ne pourra jamais entendre, parce qu'il y a énormément de femmes. En même temps, elles sont quand même, pour la plupart, disponibles, ou peut-être qu'il y en a qui sont plus disponibles maintenant. Est-ce que toi, par exemple, là, tu as un Morricone qu'on ne connaît pas, à faire découvrir, que tu aimerais un jour voir édité en musique en CD? Je pense quand même beaucoup de choses ont été éditées. Après, est-ce que les choses sont toujours disponibles? Je suis pas plus savoir, parce qu'effectivement, il y a un accès à cette merveilleuse discothèque de Radio France qui a sa base numérique, où effectivement sont numérisés des vinyles, des nouveautés, enfin, il y a tout, mais il y a évidemment des choses anciennes. Mais en même temps, je me suis aperçu, parce que j'avais même suggéré un certain nombre de numérisations pour mes éditions, mais aussi pour
enrichir la base de données, que quand même la grande majorité des BO de Morricone étaient quand même disponibles. Donc j'ai pas de d'idée qui me vient à l'esprit de manière spontanée, parce que malgré tout, évaluer une BO que tu penses qu'il n'est pas... Après ça, on peut trouver des BO de films très obscurs, que j'ai même pas vu. Parce qu'il y a des cartes blanches, voilà, le film que j'aimerais voir ici. Là, c'est très très difficile parce qu'il y a tellement de BO que c'est très. Non, mais je sais pas, parce que par exemple, il y a un film, une BO que j'aime bien, qui est assez jazz, et qui est une des rares BO jazz que vraiment Morricone a finalement, comment dire, navigué dans beaucoup de types de formes musicales. Il a appréhendé vraiment, je trouve, la musique de manière très large. Et le jazz, ça fait pas partie de son univers, de son ADN, on pourrait dire. Il le tient. Moi, l'avantage, évidemment, enfin, je ne suis pas compositeur, mais en tant qu'organisateur, en effet, le jazz peut faire partie de certaines de mes passions. Et curieusement, il y a une BO de Morricone qui s'appelle Le Bandit aux yeux bleus, alors je me souviens plus le titre italien elle-même, mais bon, voilà, avec un pianiste de jazz qui a souvent collaboré avec des musiciens italiens, et notamment avec Morricone, qui s'appelle Enrico Pieranunzi, qui a lui-même ensuite fait des disques de reprises très intéressants, assez singuliers d'ailleurs, de la musique. Il a consacré deux disques à la musique de Morricone en trio, avec parfois des choix de thèmes qui étaient très originaux et pas toujours les mêmes qu'on entend à chaque fois. Et donc ce BO du Bandit aux yeux bleus, qui est là peut-être effectivement une BO assez rare, mais qui, je crois, existe ou a existé en tout cas en CD, elle est très recommandable, elle est assez singulière, parce qu'à la fois le sens mélodique de Morricone, mais avec voilà, des beaux jazz, avec des musiciens plutôt jazz, et c'est très atypique. Et bon, voilà, pour répondre à ta question, mais bon, il y en a plein. C'est marrant parce que je pensais à une BO très peu connue, enfin, ne sont pas très connues, j'aime bien aussi, où il y a des côtés un petit peu western, puisqu'il n'y a pas du western, c'est un film qui s'appelle La Proie de l'autostop, de Pasquale Festa Campanile, un cinéaste avec lequel il a travaillé à plusieurs reprises quand même, et qui est aussi une BO que j'aime vraiment bien. Bon, ça fait partie des BO qui sont peu connus. Enfin, il y en a d'autres, hein. Il y a des choses assez étonnantes parfois. Là, tout ne me revient pas à l'esprit, je n'étais pas préparé à cette question, mais bon, voilà. Parmi de nombreuses BO, plus ou moins cultes, celles-ci peuvent valoir le coup. C'est pas parce qu'on parle beaucoup et puis déjà de ça. C'est des questions ou des choses à nous signaler ou à nous faire remonter sur le film. Sur cette séance. On a énormément parlé du film en tant que film, même si. Bonjour. J'ai été étonné parce qu'effectivement, la musique du film qu'on entend tout seul, elle semble très grandiose, opératique et très longue. Et je trouve que dans le film, elle n'apparaît pas dans la durée. On la ressent pas pareil, je suis d'accord. On l'entend en concert. Et en concert, c'était ahurissant. Moi, j'avais la chair de poule à chaque fois. Je suis tout à fait d'accord, c'était ça dans le sens de ce que je disais, sauf dans le générique de fin. Oui. Là, tout d'un coup, c'est un peu tout se mêle. Le bouquet final, voilà, l'apothéose, et donc là, il y a quelque chose de. Même j'ai été étonné qu'à un moment donné, elle soit coupée juste avant, je pense que c'était juste avant la bataille. Parce qu'on a l'habitude du disque, en fait. Oui. Mais pas de la fabrication du film. Phrase sans qu'il y ait une montée ou une chute. Ouais. C'est vraiment, du coup, au montage, il y a eu des choix. Et le morceau final était souvent un morceau de reprise pendant les concerts. Oui. Ah oui, après, de toute façon, les compositeurs sont pas responsables de la manière dont on traite leur musique, ils sont pleins de parfums, pas toujours, mais Morricone s'en est pas plein, en tout cas sur l'audition. Je pense que de toute façon, il ne s'est pas plein de cette musique de manière générale, parce que ça a été quand même un tel triomphe pour lui, un tel nouveau triomphe pour lui, on avait connu d'autres avant, c'est quand même peut-être avec Henri Mancini, qui est quand même un peu antérieur, enfin, il a été contemporain, il a commencé juste avant. Enfin, c'est un de tes chouchous. Du chouchou, absolument, je confirme. Je pense que c'est peut-être mes deux compositeurs préférés, Mancini et Morricone. La lettre M va être assez cruciale pour moi. Oui, donc je disais, c'est quand même le premier compositeur, là aussi je le disais un petit peu avant, dont on vendait les 45 tours. Enfin, je veux dire, c'était quand même assez hallucinant. Moi qui suis plus un jeune homme, j'ai connu ça quand même un peu. Mon
monde a accès à Morricone, il s'est fait faire des 45 tours. Et donc j'étais dans Silly parce que c'était sans doute le premier à avoir eu un succès discographique en dehors de ce qu'il faisait en tant que musicien de film. Et Morricone, c'était énorme. Donc là, effectivement, Mission, je ne pense pas que c'était pour ça qu'il soit particulièrement fier de cette musique, parce qu'il n'en avait peut-être pas forcément besoin, il a eu tellement déjà de tubes et de succès, mais en même temps, ça a été aussi une musique qui s'est considérablement vendue, qui a été, ce que disait, je ne sais plus qui, il disait, mais j'entendais, c'est que Joffé, je crois lui-même, il dit, j'entends cette musique dans un supermarché, j'entendais cette musique là, partout. Donc à quel point la musique avait pénétré dans les sphères de ce qu'on n'a plus aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de musique de film aujourd'hui. Ça fait un peu réac, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de musique de film aujourd'hui, dans la manière dont la musique, la plupart du temps, est conçue, c'est-à-dire avec de mélodies, de chansons, de très enfin, bon, il n'y a plus de musique qui... Bon, je ne sais pas s'il y a des tubes aujourd'hui, parce que l'univers de la musique a tellement changé, mais enfin, il n'y a plus de musique de film qui sont des tubes, clairement pas. Alors qu'on a eu quand même un certain nombre dans les années 60, 70, 80, voire peut-être 90, là, ça a commencé à décliner. Bon, et Morricone là-dessus, c'est sans doute celui qui a le plus eu de présence discographique. Parce que c'est important quand même, parce qu'on ne voyait pas tous les films, on les voyait une fois, on les voyait pas en montant souvent, parce quand on n'était pas parisien, quand on n'était pas avant les DVD, même tout ça. Bon, donc, il y avait le disque qui venait aussi à la fois faire office de réminiscence, parce que quand même, ça jouait aussi là-dessus, la musique de film, et en même temps, ça faisait aussi musique en tant que telle, et tu donnais aussi accès à des univers musicaux très variés, puisque c'est aussi le principe de la musique de film, d'aller dans des directions très très variées selon les films, selon les époques, selon les compositeurs, et c'est très important, l'apport discographique de la musique de film, enfin de la manière dont on a appréhendé la musique de film, c'est quand même aussi très important. Et Morricone venait de là aussi, ce que racontait très bien le documentaire, c'est-à-dire qu'au départ, il était arrangeur et pour des chanteurs, pour RCA, pour... Il est italien, il a tout un point de son travail qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, moi je trouve là-dessus, j'aime la variété italienne, donc ça tombe bien, surtout cette période. C'était une bonne surprise justement d'apprendre ça dans le documentaire, parce que tu en parles de monde, moi ce que j'ai presque préféré, c'est toute la première partie du documentaire, c'est-à-dire la partie apprentissage, c'est-à-dire la partie où Morricone raconte son apprentissage musical, les difficultés qu'il a eues. La honte, oui, la honte, oui, c'est des fils de musiciens, mais la honte, il a ressenti presque à faire de la variété, il ne le disait pas, c'était caché, mais ça finit par se savoir très vite, à faire de la musique de film, même si son maître, Joffé de Petrassi, avait fait un petit peu de musique de film, c'est quand même un grand mépris envers cette musique. Bon, donc tout ça, c'est très passionnant, parce qu'après, quand il rentre vraiment dans le chapitre musique, évidemment, c'est passionnant, mais on connaît déjà peut-être mieux, en tout cas, un certain nombre de gens connaissent peut-être un peu mieux, alors que cette partie-là, on comprend qui est Morricone au fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a été, quels ont été son désir, ses motivations. Bon, c'était pas un musicien programmé pour être un musicien de film, comme la plupart des musiciens de cette génération. Il est arrivé de rencontrer une autre époque, je crois Antoine Duhamel, qui a travaillé avec Godard, avec Truffaut et d'autres. C'était pas quelqu'un qui était programmé, moi Richard non plus. Le grand non plus. Donc tous ces musiciens-là qui sont de la même génération, qui ont tous fait des conservatoires très sérieux, qui sont là, c'était des musiciens qui n'avaient pas la vocation d'être des musiciens de film, et pourtant ils sont devenus des compositeurs à partir. Parce qu'il faut quand même aussi penser à ça. Je pense que Morricone a le sens aussi du rapport à l'image, même si c'est pas lui qui choisit forcément les placements de musique, ou qui sait, bon, parfois il composait même avant que le film soit chez lui. Bon, enfin il y avait une autre Mostel, et c'est vrai qu'il a le sens de la couleur. Je dirais, pour moi c'est un grand coloriste, c'est vraiment le mot qui me vient presque à l'esprit spontanément quand je pense à Morricone, et il a une façon, un sens du rapport à l'image qu'on avait Bernard Herrmann dans un tout autre registre, comme peut l'avoir parfois Vladimir Cosma, là aussi dans un tout autre registre, des gens qui ont quand même une capacité à penser la musique par rapport à l'image, parce que sinon ça ne marche pas, la musique de film, c'est pas de la musique tout court, c'est quand même de la musique de film, même si après, quand on écoute chez soi, ça redevient de la musique tout court, et c'est tant mieux, et moi je me félicite chaque semaine en tant que programmateur, en tant que producteur et programmateur d'une émission sur la musique de film, que je puisse nourrir chaque semaine, grâce à l'histoire monumentale de cette musique, finalement, je puisse nourrir des émissions. Voilà, en ce moment je travaille sur Philippe Sartre, justement, un musicien qui a aussi un grand sens de je trouve, du rapport à l'image, donc c'est très important aussi. Je vais justement te tendre une perche là-dessus, parce que tu as fait une première émission hier sur Philippe Sartre, qui lui, on n'imagine pas
commencé très très jeune. 20 ans. Alors raconte-nous son premier Oui, c'est 20 ans, c'est les choses de la C'est un vie. livre qu'on connaît tous. Oui, c'est les choses de la vie, effectivement. C'est toujours assez mystérieux parce que ça, il était programmé pour faire Enfin, il hésitait entre la musique et la réalisation, puisqu'il a réalisé quand même de courts-métrages à cette époque-là, très tôt. Et en effet, il s'est trouvé, par je ne sais plus quel hasard, par ses parents, je ne sais rien, par des connaissances que Sautet, qui était un grand amateur de musique par ailleurs, ancien critique de jazz notamment, à la rencontre de Sautet, il a tenté le pari de lui proposer de faire la musique des choses de la vie, et effectivement avec l'aide d'un arrangeur qui était Jean-Michel Defa, qui travaillait à l'époque avec les Bouffes, ils ont construit cette BO qui est mythique, et bon, la mélodie évidemment de la chanson de tout ça, tout son débat, mais c'est presque un hasard quoi, finalement, et c'est effectivement un démarrage très tôt qui est très rare, parce que Morricone par exemple, c'est pour la musique, il a déjà 34 ans, 33-34 ans, donc c'est déjà une maturité. Bon, puis c'est, voilà, Sard avait aussi une formation classique, mais enfin pas au même niveau quand même, je crois, que celle de Morricone ou celle de Legrand. Donc c'est un musicien très atypique parce que lui, contrairement à Morricone ou à Legrand ou à ce genre de musicien, il n'arrange pas lui-même les musiques. C'était aussi le cas de Francis Lay, de Serge Gainsbourg, et de quelques autres. Donc les arrangeurs ont évidemment une grande importance chez lui, mais en revanche, il a des idées d'arrangement. Donc il sait quand même, quand il compose une musique, que oui, parfois il est compliqué. Mais bon, c'est un musicien qui a aussi, je trouve, et c'est connu, Sautet l'a dit, il faut qu'on quitte la salle, je termine. Juste, Sautet l'a dit, même d'autres l'ont dit, Hervé l'a dit aussi. C'est un musicien qui lui aussi, qui avait le sens de l'image et du montage. C'est-à-dire qu'il sait, c'est même quelqu'un qui est capable de dire dans un montage, avant qu'il arrive, qu'est-ce qu'il n'a pas. Quoi. Et c'est rare. Et c'est rare et c'est en même temps très important. Et c'est pour ça que moi, quand il m'est arrivé de rencontrer des jeunes compositeurs dans des jurys, dans des trucs bien variés, la première chose que moi je dis, mais allez au cinéma, voyez les films, parce que si vous faites de la musique de film comme ça, en ayant effectivement le fantasme d'être John Williams, comme c'est souvent la référence, ou aujourd'hui on dit je sais qui, ça ne va pas fonctionner. Il faut appréhender ce que c'est qu'un film, il faut appréhender ce que c'est que le cinéma pour devenir un compositeur de musique de cinéma. Donc, sinon ça ne fonctionne pas. Et pour finir, tu parlais de ta dernière, cette année-là, Morricone, une énième fois, était nommé à l'Oscar de la meilleure musique de film, et c'était Bertrand Tavernier qu'il avait obtenu pour Le Tour de Minuit. Ce qui est un peu juste, parce que j'aime bien L'Auto de Minuit, c'est un film passionnant sur la musique, mais il y a même une musique originale en tant que telle, elle était pas réellement. C'est dans le marathon. Je voulais te remercier chaleureusement, vous inviter encore une fois à écouter l'émission de Thierry tous les samedis à 13h sur France Musique, Ciné Tempo, parce qu'à chaque fois vous apprendrez des choses, des compositeurs vous pensez connaître, d'autres vous ne connaissez pas du tout, ou des thématiques. Il y a eu une émission autour du plan humain récemment, il y a plein de choses très différentes. Et pour Ciné Club, donc au Nouvelle-Orléans. Venez, c'est plus. Le dimanche 18h. Il n'y a pas concurrence avec lui. Non, mais c'est notre salle indépendante parisienne. Et voilà, ça nous nourrit tous. Merci encore à tous et à la fois prochaine. Merci.